Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et pour commencer, bonne année, bonne année, bonne année. Amour, santé, et puis le reste, on va s'en débrouiller. Bon, si on a un peu d'argent, si on a un peu de bonheur, si on a un peu de joie, des rencontres, je ne sais quoi. Enfin, je vous souhaite tout ce que vous souhaitez pour vous et vos familles. Alors ce soir, on va parler de choses un peu différentes de nos habitudes. C'est la première fois que nous invitons des démographes. Et donc, vous l'avez vu, le titre de la conférence sera 10 milliards d'humains sur la Terre en 2050. Alors, j'ai quand même regardé, et l'évolution de la population, c'est quand même impressionnant. Parce que ce qu'elles vont nous raconter, je ne sais pas, mais ce que j'ai trouvé, en 1800, donc c'est il n'y a pas trop longtemps, 1 milliard d'habitants sur la planète. 4 milliards en 1974 et 10 milliards en 2050. Alors, ce qui est encore plus surprenant, et je ne sais pas si vous allez en parler, dans la projection de l'économie mondiale à l'horizon 2050, réalisée par le CEPI, vous connaissez? C'est le Centre d'études de projection, il semblerait que le Nigeria devienne l'une des 10 puissances mondiales à l'horizon 2050. Et donc, il y a plein de choses qui vont basculer, qui vont évoluer, changer, à la fois des populations qui vont se déplacer, des besoins de nourriture, de déplacement qui vont aussi évoluer, et puis aussi des pays qui vont continuer à grandir, comme l'Inde, la Chine, qui vont continuer à se développer, à la fois sur le plan économique. Je fais la conférence sur la profession. Oui. Et donc, je suis heureux ce soir d'accueillir à la fois Valérie Golaz et Bénédicte Gastineau. Elles sont toutes les deux chercheuses à l'INED LPED. Donc l'INED, c'est l'Institut national d'études démographiques. Le LPED, c'est le laboratoire d'études des populations. Population, environnement et développement. Laboratoire Population, Environnement, Développement. Et l'IRD, c'est l'Institut de Recherche et de Développement. Et le LPED, je viens de vous le dire. Merci. Je vous souhaite une excellente soirée, une très belle conférence. Je suis sûr qu'on va se régaler. Merci à toutes les deux d'avoir accepté de participer à notre programme. Bravo. C'est moi qui commence. Merci. Merci beaucoup pour l'accueil aujourd'hui, pour nous avoir donné cette opportunité. Alors, donc c'est moi qui vais commencer, et je vais commencer en 1800. Donc, voilà. Alors, pardon de t'interrompre, mais oui. Je ne vous ai pas présenté, Valérie. Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc moi, je suis Bénédicte Gatineau, je suis donc démographe au laboratoire Population, Environnement, Développement, à l'IRD plus précisément. Et le cœur de mes recherches porte sur le lien, on va dire, entre les changements ou les permanences démographiques et les changements environnementaux. Donc j'ai beaucoup travaillé plutôt à l'échelle locale des sociétés rurales en Tunisie, au Bénin et à Madagascar. Voilà. Et depuis quelques années, je m'intéresse aussi à des questions plus macro, plus générales de changement démographique et d'évolution, notamment des effectifs de la population, de sa répartition sur le globe. Et avec Valérie, on travaille aussi, on s'est beaucoup interrogé aussi sur la question de la représentation et des conséquences économiques, politiques de ces changements démographiques. Donc c'est un peu là-dessus qu'on va plutôt insister aujourd'hui. Et voilà. Donc si c'est OK pour vous, on va commencer comme ça. Et Valérie, quand elle prendra la parole, on lui laissera un temps pour se présenter peut-être. Merci. Je n'ose pas le faire à ta place. Alors, on a une conférence, on a un temps de parole qui est d'1 heure environ, mais on vous propose de nous interrompre aussi souvent que vous voulez.
Et on a fait 4 points, 4 fois 15 minutes, donc on a même amené nos sabliers pour être sûr de ne pas dépasser. Voilà, donc on va commencer comme ça. Et entre chaque point, n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions. Alors j'avais prévu des intermèdes un peu vidéo, du son, et puis mon ordinateur à moi refuse de démarrer. Donc bon, je ferai le son et la vidéo toute seule. Alors, on a 4 points. Le premier point, c'est, on voulait revenir sur cette évolution de la population que vous citiez depuis 1800. Aujourd'hui, on est 8 milliards, mais comment on est arrivé à 8 milliards ? Et effectivement, la croissance démographique, elle est concentrée sur ces 200 dernières années. Ensuite, on verra comment cette croissance démographique, que vous avez soulignée comme étant assez exceptionnelle depuis 1800, elle a été qualifiée d'explosion démographique. Est-ce que c'est vraiment une explosion démographique ? Qu'est-ce qu'on entend derrière ces termes ? Et puis ensuite, je laisserai la parole à Valérie qui vous dira combien nous serons et qui nous serons en 2025, donc aujourd'hui, mais aussi en 2050 et en 2100. Et enfin, on essaiera de voir avec Valérie comment on va vivre en 2025, en 2050 et en 2100. Donc restez jusqu'à la fin, parce que vraiment, il y a du suspense. Alors, quelle évolution de la population depuis 1800 ? Et je vais même faire encore plus. Je vais faire un tout petit chemin vers avant 1800. Parce qu'on a dit que la croissance démographique, effectivement, elle se concentrait à partir de 1800. Avant 1800, alors je ne vais pas remonter à la préhistoire, mais la croissance démographique mondiale, elle est très 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 faible. Et les évolutions, elles dépendent bien sûr, évidemment, de ce qu'on appelle des freins démographiques, c'est-à-dire elle est limitée par les épidémies, par la famine. La population, pour croître, elle avait besoin de ressources naturelles, d'alimentation et d'espace. Alors il y a des sauts, il y a des seuils. On sait que l'invention, je mets des guillemets au mot invention, parce que c'est un peu rapide, de l'agriculture il y a 10 000 ans, donc le fait de domestiquer les animaux, de pouvoir produire des plantes pour nourrir les animaux, pour se nourrir soi-même, a permis une certaine croissance démographique mondiale. Et puis, vous voyez, donc après on arrive à 1 milliard en 1800, donc c'est vraiment très très lent, avec des périodes de décroissance démographique aussi. Et il y a quelques événements dans l'histoire, on va se concentrer là sur l'Europe, mais qui ont limité largement cette croissance démographique. Alors juste peut-être pour citer, et pour aller vite, citer l'épidémie de peste en Europe au XIVe siècle, qui a fait disparaître entre un tiers et la moitié de la population de l'Europe. Donc c'est énorme. Donc voilà un frein important à la croissance démographique de l'Europe au XIVe siècle. Alors il y a eu une autre épidémie de peste au XVIIIe siècle qui a eu des conséquences beaucoup moins importantes à l'échelle de l'Europe, mais qui localement, et notamment ici à Marseille et dans la région, a été un frein démographique important. Je voulais aussi citer, parce qu'on va parler ensuite de climat et de changement climatique, parler de cette période qu'on appelle le petit âge glaciaire, donc entre 1550 et 1800, où l'hémisphère nord, et en particulier le nord de l'Europe, a connu des hivers, une succession d'hivers très très froids. Alors pas tous les hivers, mais il y a eu des périodes très longues, avec des hivers très froids, et donc qui ont favorisé beaucoup de mortalité en fait, beaucoup de décès, et puis surtout de très mauvaises récoltes, des grandes difficultés soit à faire de bonnes récoltes, soit à stocker les récoltes, soit à les diffuser. Parce que beaucoup des famines étaient faites aussi, étaient aggravées par le fait qu'on ne pouvait pas transporter des céréales, par exemple, parce que notamment la navigation était impossible, parce que les rivières étaient gelées ou d'autres. Donc ça a beaucoup aggravé ces questions d'épidémie et de famine. Et donc c'est des périodes, là aussi, où la croissance démographique, elle est très très limitée par ces événements climatiques. Donc il y a à la fois plus de décès et puis moins de naissances. C'est des périodes où les enfants, soit les femmes sont mal alimentées, donc mettent peu d'enfants au monde, et puis il y a une très forte mortalité des enfants dans les périodes très très froides. Voilà, donc j'ai fait mon petit, vraiment, alors vous voyez, je brasse l'histoire du monde en 5 minutes, donc c'est moyennement scientifique, mais c'est juste pour vous donner quelques repères.
Et puis on arrive en 1800 où on passe le cap d'1 milliard d'habitants. Et vous l'avez dit, on se retrouve à 4 milliards en 1974, mais aussi à 2 milliards en 1927. Donc là, le graphique, ce que montre le graphique, c'est qu'on a une accélération de la croissance démographique. On a une croissance démographique inédite au niveau mondial qui nous fait arriver aujourd'hui à 8 milliards d'individus en 2022. Et donc vous voyez, on a parlé de croissance exceptionnelle, de croissance exponentielle, avec effectivement une croissance démographique comme on n'en avait jamais vu. Alors, d'abord, pourquoi ? D'abord parce qu'on a levé les freins. Il y a de moins en moins de famines, et il y a de moins en moins, il n'y a plus d'épidémies comme ça qui sont capables de décimer la moitié d'un continent, comme on l'a vu pendant la peste du XIVe siècle. Alors juste quand même, pour ne pas être complètement à côté d'événements importants, je voulais juste rappeler quand même qu'au début du XXe siècle, l'Europe, et pas que l'Europe d'ailleurs, une grande partie du monde a subi la grippe espagnole. On l'a appelée espagnole à tort, mais c'est comme ça qu'on la reconnaît aujourd'hui. Et la grippe espagnole a tué entre 25 et 40 millions de morts dans le monde. Entre avril 2018 et le printemps 2019, ce qui est plus que le conflit, plus que les guerres mondiales. Alors, ça n'a pas entaché la dynamique démographique complète du monde, mais quand même, c'est un événement qui a ralenti la croissance démographique d'une partie de certains pays. Donc ça, c'est important. Voilà, pour faire plus joyeux encore, parlons de la Covid-19 très rapidement. Parce que y a eu quand même, enfin, on compte jusqu'à mi-2023 presque 7 millions de morts, donc il y en a plus aujourd'hui. Ça, ce sont les chiffres qu'on a réussi à arrêter en juin 2023. Donc c'est pas négligeable du tout, évidemment, même si à l'échelle mondiale, là encore, ça n'a pas mis à mal la croissance démographique globale. D'accord ? Mais par contre, si on regarde un peu dans les chiffres récents, on voit que ça a quand même, par exemple, des incidences assez fortes sur l'espérance de vie. Ça fait reculer l'espérance de vie dans certains pays, y compris en France, de façon momentanée. Alors je fais juste un petit point sur l'espérance de vie, parce que c'est un indicateur très très important en démographie, qui n'est pas toujours bien expliqué. L'espérance de vie, c'est juste un âge moyen au décès. Donc c'est l'espérance de vie de la France en 2022. On fait la moyenne des âges au décès des gens qui vont décéder en 2022. Voilà, donc ce que ça montre, le fait que la Covid fait diminuer l'espérance de vie, ça montre qu'il y a des gens qui sont décédés plus jeunes, enfin plus de jeunes qui sont décédés. Alors jeunes, on est jeune très très longtemps en démographie, jusqu'à ce qu'on soit mort, on est jeune. Donc ça montre que les gens sont décédés plus tôt qu'ils n'auraient dû. Donc il y a peu de jeunes qui sont décédés de la Covid, mais des personnes qui sont décédées quelques années qui auraient décédé 2-3 ans plus tard, ou quelques mois plus tard, si la Covid n'était pas arrivée. Donc on a une croissance démographique, vous l'avez vu, assez exceptionnelle. Alors pourquoi tout d'un coup comme ça s'accélère? Donc on a dit des freins qu'on a levés. Et qu'est-ce que ça fait du coup concrètement pour nous les démographes? Qu'est-ce qu'on observe? Alors la première chose qu'on observe, c'est qu'on a un nombre relatif de décès qui diminue. D'accord? Donc si on rapporte le nombre de décès à la population, on a moins de décès en fait alors, surtout après 1930, là, ça s'accélère. Alors pourquoi ? Parce qu'on l'a dit, il y a moins de famines, moins d'épidémies, et puis il y a des progrès assez importants en termes d'hygiène, on va retrouver des progrès en termes de médecine, et donc on va avoir moins de décès. Les gens vont vivre plus longtemps. Donc là, l'espérance de vie mondiale qui était autour de 50 ans en 1950 va augmenter de façon conséquente, on le voit très bien en France, jusqu'à être aujourd'hui au niveau mondial à plus de 70 ans. L'espérance de vie au niveau mondial est de plus de 70 ans, ce qui est assez important. Donc on a gagné 20 ans, quasiment, en un siècle, en moins d'un siècle, pardon, en 70 ans, ce qui est beaucoup à l'échelle mondiale. On verra tout à l'heure que ça ne s'est pas
fait au même rythme partout, bien sûr. Donc on a moins de décès en relatif, et par contre, vous le voyez sur la courbe bleue, le nombre de naissances, lui, est resté relativement stable jusque dans les années 70. Donc moins de décès, autant de naissances, évidemment la différence entre les deux, ce qu'on appelle le solde naturel, il est important, puisqu'on a moins de gens qui décèdent et on a toujours autant de naissances. Et c'est cette période-là, en fait, qui explique qu'on a comme ça une croissance démographique forte. En fait. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est le résultat du recul de l'âge au décès, en fait. C'est l'augmentation de l'espérance de vie qui permet cette croissance démographique exceptionnelle. On ne le dit pas assez souvent. C'est ça, en fait, le moteur de cette croissance démographique qu'on vous a présenté. Et puis, vous voyez, dans les années 70, on commence à avoir une baisse de la fécondité au niveau mondial, donc moins de naissances au niveau mondial. La fécondité avait diminué, on le verra tout à l'heure, depuis très longtemps dans certaines zones, mais là, au niveau mondial, on a relativement moins de naissances. Et donc, vous voyez que petit à petit, le solde naturel est en train de diminuer. Et on va se retrouver avec un solde naturel, une différence entre le nombre de décès et le nombre de naissances, le nombre de naissances et le nombre de décès, qui va être équivalent à ce qu'on avait avant. Donc, ce qui est intéressant, ce que montre cette croissance un peu exceptionnelle, c'est que c'est une période, en fait, dans l'histoire, et effectivement, elle correspond plutôt au recul de la mortalité. Alors, je l'ai dit, ça ne se passe pas partout pareil, et je voulais juste vous montrer rapidement ce graphique. Ce qui a beaucoup, la croissance démographique, elle a surtout depuis 1800, et puis depuis 1950, été observée en Asie. D'accord ? La Chine et l'Inde, on va revenir tout à l'heure sur la Chine, sont deux moteurs importants de la croissance démographique mondiale. Vous voyez que l'Europe, l'Amérique du Nord, et puis même l'Amérique latine qui a commencé sa transition démographique, je n'avais pas encore utilisé le mot, mais c'est ça, c'est une transition démographique, dans les années 80, eux, ils voient leur population relativement peu évoluer. Par contre, la Chine et l'Inde et l'Asie en général augmentent considérablement, et puis on voit que l'Afrique aussi. L'Afrique a une croissance démographique qui est plus importante que l'Europe ou l'Amérique du Nord, mais reste bien en delà, en tout cas bien en deçà de l'Asie. Et l'Afrique, en proportion de population mondiale, va retrouver aujourd'hui le poids qu'elle avait au XVIIe siècle, c'est-à-dire avant la traite négrière et avant la colonisation, en fait. L'Afrique reprend sa place, la place qu'elle avait avant ces chocs démographiques, qui pour l'Afrique ont été vraiment des chocs démographiques très très importants, qui ont vraiment fait diminuer la population, ou en tout cas limiter largement la croissance démographique de l'Afrique. Donc on se retrouve avec le même poids qu'avant ces chocs démographiques. Donc elle retrouve sa place, en fait. Donc voilà, vous voyez Alors, juste petite parenthèse, c'est des constructions géographiques finalement, parce que si on pourrait diviser l'Asie en 2, en 3, puis on aurait des tendances un peu différentes, mais voilà, ça donne quand même une idée de comment la croissance démographique se répartit dans le monde, et on voit bien tout le monde n'a pas la même histoire démographique au XXe siècle. Alors, ça c'est important de le voir, et puis ce qui est important aussi, c'est de se rappeler que les tendances qu'on a décrites tout à l'heure, notamment le recul de la mortalité ou la baisse de la fécondité, évidemment, c'est pas partout pareil. Et je voulais vraiment dire ça, c'est qu'on a vu qu'il y avait une évolution de l'espérance de vie mondiale qui était importante et qui expliquait la croissance démographique. Mais je voulais juste rappeler qu'il y a encore quelques pays dans le monde où l'espérance de vie est inférieure à 55 ans. D'accord ? Le Nigeria, le Tchad, par exemple. Voilà, donc il y a des grosses inégalités dans le monde autour de ces questions d'espérance de vie, qui sont des bons proxys des conditions de vie, tout simplement, de l'accès à la santé, de l'environnement en général. Donc rappelez ça, et rappelez qu'à l'autre extrême, c'est le Japon qui a l'espérance de vie la plus élevée, avec 85 ans. Donc il y a 30 ans de différence d'espérance de vie à l'échelle mondiale entre ceux qui sont tout en haut et ceux qui sont tout en bas. C'est un très très bon indicateur des inégalités. Donc ces différences, elles sont évidemment, s'expliquent par des différences de mortalité, d'espérance de vie, mais aussi par des différences de fécondité. Et là aussi, on a des
on a encore des schémas très, très divers. Alors, je voulais dire que partout, la fécondité a diminué, ça c'est très clair. Il n'y a pas un seul pays où on a une fécondité qui soit en haut et qui n'est pas baissée. Mais il reste des pays avec des fécondités plus élevées que la moyenne. Là encore, on retrouve le Tchad, la Somalie, où on a des fécondités entre 5, 9 et 6 enfants par femme aujourd'hui. Et puis à l'autre bout de la planète et à l'autre bout de l'échelle, on a la Corée du Sud, avec 0,7 enfants par femme, la Chine avec 1 enfant par femme, on en parlera tout à l'heure, et le Japon avec 1,2 enfants par femme. Voilà, et on y reviendra parce qu'on parlera tout à l'heure d'explosion démographique. Alors, mon sablier me dit qu'il me reste 2 minutes, ce qui marche très très bien. Voilà. Je voulais juste du coup vous montrer comment ces différences d'histoire démographique, et notamment celle de la France, ont des incidences sur l'histoire et l'histoire de France, par exemple. Donc si vous regardez le graphique en bas à droite, là vous avez l'Angleterre avec le taux de natalité et le taux de fécondité, le taux de natalité et le taux de mortalité, pardon, on retrouve classiquement ce que je vous ai raconté. Donc d'abord une baisse de la mortalité, donc une période de fort accroissement démographique, puis la baisse de la natalité. Et pendant cette période où on a un fort accroissement démographique en Angleterre, c'est là où se produit aussi la révolution industrielle, parce qu'on a beaucoup de main-d'œuvre, donc ça permet d'avoir beaucoup de main-d'œuvre pas chère, assez flexible. Je suis désolée s'il y a des historiens dans la salle, parce que je fais vraiment des raccourcis, mais bon, c'est un peu ça. Et puis petit à petit, la fécondité baisse, la mortalité continue à baisser. Vous voyez qu'à la fin, on a presque plus de croissance démographique. Il y a autant de décès que de naissances. Ça, c'est assez classique d'une transition démographique en Europe, où on met entre 150 ans et 200 ans à passer d'un régime démographique ancien à ce régime démographique qu'on connaît, avec très peu de croissance démographique. La France, elle a une histoire très particulière, très singulière en Europe. La France, la fécondité, vous le voyez, a diminué en même temps que la mortalité. En France, dès l'après-Révolution française, on a une fécondité qui diminue de façon importante. On a autour de 3 enfants par femme dès le début du XVIIIe siècle, du XIXe siècle. Et vous voyez que du coup, on n'a pas de période avec une forte croissance démographique. Et ça, regardez le graphique tout en haut, on le voit très bien, c'est-à-dire qu'en 1750, la France est largement plus peuplée que l'Angleterre, que le Royaume-Uni. Et puis petit à petit, le Royaume-Uni va rattraper la France, parce que la France n'aura pas eu cette période de forte croissance démographique. Et ça a eu beaucoup d'incidences. On a longtemps pensé en France qu'on avait perdu la guerre de 1870, puis celle de 1914, parce qu'on n'avait pas assez de soldats. Et c'est comme ça qu'on commence à la fois avoir une politique nataliste, il nous fallait des hommes, des soldats, et qu'on met par exemple la gymnastique à l'école. On justifie le fait de mettre la gymnastique à l'école par le fait qu'il fallait beaucoup de soldats et des soldats très entraînés. Et voilà, et la France a toujours, les politiques ont beaucoup cette représentation que le fait que la France n'ait pas eu de croissance démographique comme l'Angleterre ou comme l'Allemagne a été un handicap, un gros handicap. Voilà, je repars. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette partie avant que je retourne mon sablier de 10 minutes? Oui. Oui, peut-être quelques causes de cette spécificité de la France. Alors, il y a des thèses entières, notamment il y a des universités américaines qui ont travaillé sur le sujet, beaucoup plus que des universitaires français d'ailleurs. Une des causes possibles, on dit que c'est beaucoup la sécularisation, c'est le fait que l'Église a perdu beaucoup de son pouvoir après la Révolution française, et qu'il y a eu ça, voilà, donc il y a eu moins de contrôle de l'Église sur la fécondité. Et puis il y a aussi le Code Napoléon, le fait que les agriculteurs étaient obligés de diviser leur patrimoine en autant de nombre d'enfants, garçons et filles, et donc ils ont eu moins d'enfants, parce que sinon leur patrimoine partait en petits morceaux. Il y a eu ça. Voilà, et on a eu du coup un âge au mariage assez tardif finalement. Ça a beaucoup, l'âge au mariage a beaucoup augmenté, et plus on se marie tard, moins on fait d'enfants. Voilà, c'est des raisons, il y en a beaucoup d'autres, mais
c'en est quelques-unes qui sont évoquées. Je sais pas, tu peux répondre aux questions si non, ça va. Merci. D'autres remarques? Alors, tu peux continuer. Bon, alors, je peux, j'y vais alors. On va discuter à la fin aussi. Ouais, ok. Bon, là j'avais du super son, je ne l'ai pas, puisque mon ordinateur refuse de partir. Merci Hélène. Si on regarde un peu, si on regarde un peu ce qui était dans les médias, donc dans les années 60, dans la télé, à la radio, ou même dans la presse, on a tout un ensemble de discours autour de cette croissance démographique qui fait référence au terme de l'explosion démographique. Donc j'imagine que vous l'avez tous au moins entendu une fois, alors peut-être pas les plus jeunes, je ne sais pas, quoique. Et on a comme ça tout un registre de vocabulaire autour de la question de l'explosion démographique. Et, alors comme j'ai pas de son, je vais faire autrement, voilà. Donc vous voyez, ça c'est des graphiques, c'est des publications, quelques publications scientifiques, mais surtout dans des médias, qui font un parallèle entre la bombe H et la bombe P. Donc il y aurait une explosion, la population serait en train d'exploser. Alors dans l'extrait que je vous avais sélectionné, qui est un extrait d'une émission scientifique de Radio-Canada, le journaliste scientifique dit même peut-être que finalement la bombe H va nous sauver, va sauver l'humanité, parce que si de temps en temps on peut supprimer une partie de la planète, là, c'est pas mal, quoi. Alors évidemment, il ne pense pas au Canada, je suppose. Mais voilà, il y a vraiment cette idée que, donc on voit des images de foules affamées, que voilà, on n'arrivera jamais à nourrir tout le monde. Enfin bon, c'est vraiment, il fait des courbes de population, il annonce des populations à 50 milliards. Enfin bon, il y a vraiment un discours dans une émission scientifique extrêmement alarmiste. Et donc il va y avoir tout un registre dans la presse, notamment, et pas seulement, dans l'opinion publique, et on va le voir dans les revues scientifiques, alarmiste autour de cette question de on est trop nombreux. Voilà, la population croît beaucoup trop vite, on est beaucoup trop nombreux, et à aucun moment on arrivera à nourrir, à avoir suffisamment d'eau, et puis aussi ça va générer de la violence, ça va générer de la migration. Il y a aussi tout un discours très très récurrent autour de les populations qui seront affamées, qui n'auront pas d'espace, elles vont migrer vers, en général chez nous, donc l'Europe, l'Amérique du Nord. Il y a tout un registre comme ça, et qui n'est pas que chez les politiques, hein, on le retrouve aussi, on le verra dans certains essais scientifiques. Alors pourquoi ça arrive à ce moment-là? Donc là, du coup, c'est assez facile. Ça arrive à ce moment-là parce qu'on l'a dit, il y a une croissance de la population mondiale inédite, première chose, mais aussi parce que les années 50, c'est le moment où on invente tout simplement même l'idée de population mondiale. Là, maintenant, aujourd'hui, c'est facile, on prend notre Google préféré, on écrit combien y a-t-il d'habitants, je vais me dépasser, on prend ChatGPT ou je ne sais pas qui, et on nous dit, voilà, il y a 8 milliards d'habitants, autant en Chine, autant en France, autant en Suisse. Il faut imaginer que dans les années 1950, on avait une notion très relative et très peu précise finalement de la population mondiale. D'abord, il y avait certains pays qui n'avaient pas eu de recensement, ou très peu, donc on avait une idée un peu approximative. Les États colonisateurs, notamment français, avaient fait des dénombrements dans beaucoup des pays où ils étaient installés, mais on avait une connaissance assez peu fine. Et donc pour avoir la population mondiale, il fallait agréger toutes ces populations déjà, et avoir l'idée qu'on agrégeait des populations nationales différentes avec des chiffres différents. Les premiers recensements fiables de la Chine, c'est le début des années 50. Or, la Chine, c'est quand même un géant démographique à cette période. Donc, on commence à voir les premiers chiffres de population mondiale. Et puis, les Nations Unies, mais ça, Valérie vous en reparlera, font les premières projections de population à l'horizon de 2000. On commence à dire, en 2000, on sera 7 milliards. Et donc là, vous voyez, ça commence à faire bouger un peu les consciences, les imaginaires, parce qu'on commence à savoir exactement, plus ou moins combien on est, pas exactement, mais voilà, l'idée d'une population mondiale, c'est l'invention de la population mondiale, et on commence à se projeter dans les décennies à venir. Et puis on commence à se rendre compte, comme on a des chiffres, que non seulement la population, elle augmente, mais elle va continuer à augmenter. Et puis l'autre moment important, c'est qu'on a une prise de conscience que les ressources, elles sont finies. Alfred Sauvy, on raconte, c'est peut-être une légende, parce que j'ai jamais pu le lire, mais on raconte qu'Alfred Sauvy disait que
que la question de l'explosion démographique devenait vraiment importante le jour où on s'est rendu compte qu'on ne pourrait pas aller vivre sur la Lune. Pendant longtemps, on s'est dit, bon, bah, on n'est pas, je sais pas, on est trop nombreux, mais c'est pas très grave, on ira coloniser la Lune ou Mars. Et il dit, bah, le jour où on marche sur la Lune, on se rend compte que non, ça ne va pas le faire. Et alors là, ça devient vraiment un vrai problème, la question de l'explosion démographique. Voilà, donc il y a tout un ensemble de faits qui font que ça devient une préoccupation majeure et que du coup, il va y avoir beaucoup de publications. Alors là, il y a des publications qui datent des années, de la fin des années 40, par exemple, comme La planète au pillage, puis il y a des choses beaucoup plus récentes, où on va vraiment s'inquiéter de cette fameuse bombe P, de cette bombe population, de cette explosion démographique. Alors avec, donc avec des approches différentes, plus ou moins catastrophistes, voilà. Là, c'est vrai que là j'ai mis les gens qui s'inquiétaient beaucoup, il y a 2-3 essais qui sont un peu plus positifs. Voilà, j'ai mis René Dumont, que vous connaissez sans doute, qui a beaucoup écrit sur les questions de famine, et pour les plus expérimentés d'entre nous, la campagne électorale de 1914 de René Dumont. Pour ceux qui veulent voir les clips sur Alina, c'est René Dumont assis sur une chaise avec une pomme et un verre d'eau. Et la croissance démographique, c'est le cœur de son projet politique en 1974. Vraiment, il est très inquiet et lui prône une limitation des naissances en Afrique, en Asie, d'abord en Asie, et puis même en France. Il a vraiment un discours c'est très intéressant d'aller regarder ça. C'est pas très fun quand même, mais ça vaut le coup d'aller l'écouter. Et donc voilà, il y a une vraie inquiétude qui s'exprime de cette croissance démographique, de cette dite explosion démographique. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, et donc principalement d'abord sur l'Asie. On a vu que c'était vraiment le continent, et notamment la Chine, péril jaune, enfin voilà, tout ce discours-là, qui fait qu'il y a une vraie inquiétude. Ensuite, les inquiétudes, elles vont se déplacer plutôt sur le continent africain. Enfin, les inquiétudes des chercheurs, des politiques, des opinions publiques du Nord vont plutôt être sur le continent africain, plus que le continent africain qui ne s'inquiète pas forcément de ça, mais voilà. Et voilà, et donc il y a toute une littérature autour de ça, et notamment le chiffre de 7 milliards en l'an 2000, ça génère beaucoup d'inquiétudes. Donc vous avez vu, on les a bien passés, les 7 milliards, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu la population exploser. Donc voilà, et puis il y a, alors juste un peu pour faire un petit détour vers des choses sympathiques aussi. Donc là aussi, je voulais vous montrer une petite vidéo, mais c'est pas très grave, je vous laisserai regarder si vous avez envie, vous, plus tard. Il y a aussi toute une littérature de science-fiction, pour s'il y a des amateurs de science-fiction dans la salle, des années 50 jusqu'aux années 70, principalement américaine. Là, j'ai mis une référence française, mais principalement américaine quand même, autour de cette question de l'explosion démographique ou de la croissance démographique comme étant vraiment quelque chose qui participe largement à la déstructuration ou à la fin du monde d'ailleurs. Donc parmi peut-être les plus célèbres pour vous, c'est Soleil Vert. J'imagine beaucoup d'entre vous l'ont vu, Soleil Vert. Alors si vous avez l'occasion, il y a une très belle nouvelle de Harry Harrison. Vous savez que ça a été écrit par Harry Harrison. Donc la nouvelle, elle date de 1966, le film de 1974. Donc je vous conseille de le revoir. Il est en ligne gratuitement. J'avais même téléchargé pour vous le montrer, mais parce que c'est mort. Et donc le film, donc c'est écrit la nouvelle est écrite en 1966. Ça présente New York en 2022. D'accord. Ça annonce 7 milliards d'individus sur Terre, donc c'est pas trompé, 1 milliard près ou à peu près. Il annonce 35 millions d'habitants à New York, et ce qu'on voit de la ville, c'est une ville surpeuplée, complètement surpeuplée, qui fait face à des très gros problèmes de chaleur, et qui fait très chaud, donc il y a aussi la question du climat qui arrive, où on manque d'eau, énormément d'eau, où on manque d'espace, et où on manque de nourriture. Alors, et c'est surtout, alors je ne donnerai pas la fin de l'histoire. Si certains de vous n'ont pas vu le film, il faut le regarder. Bon, le film a mal vieilli quand même, je vous conseille plutôt de lire la nouvelle, mais
Mais il y a tout un enjeu sur la nourriture. Donc eux, ils font un contrôle de la population par les décès, c'est-à-dire qu'on impose d'une certaine façon, enfin en tout cas on incite les personnes à mourir à un certain âge, ce qui est vrai aussi dans l'âge de cristal, certains ont vu l'âge de cristal, même chose, où là à 33 ans, on vous donne pas trop le choix, hein, mais vous mourrez à 33 ans. Et oui, c'est gai ce soir. Et ce que je voulais dire dans Soleil Vert, ce qui est intéressant parce qu'on le retrouve dans plein d'autres romans de science-fiction, c'est le côté autoritaire de la société. C'est-à-dire pour pouvoir gérer cette question de la population, il y a un pouvoir extrêmement autoritaire. Il y a les dégageuses, pour ceux qui ont vu le film, là, hein, ces grandes machines qui viennent ramasser la foule quand il y a des manifestations pour protester. Et ça, on le voit dans beaucoup de romans de science-fiction. Ces questions de croissance démographique, de démographie. Pour limiter la croissance démographique ou pour arriver souvent à une population stable, on a besoin d'un système très autoritaire, avec un pouvoir très central et très autoritaire. Voilà, donc si certains sont intéressés, on a écrit un papier entier avec Valérie là-dessus. Donc je n'y reviendrai pas. Hop. Donc voilà, juste pour dire que l'imaginaire s'est aussi emparé largement de ce sujet-là et qu'il y a des allers-retours entre ce qui est de l'ordre de la science-fiction ou du film et des inquiétudes dans les sphères politiques. Et notamment, ce qui s'est passé, c'est que tout ça, donc en 1974, les Nations Unies déclarent l'année 1974 l'année de la population. Et si vous regardez sur l'INA, vous verrez que quasiment, il y a toute une partie de l'année où le journal télévisé avec Léon Zitrone, ben oui quand même, commence par un point sur la population. En fait, il y a plein de choses autour de la population parce que c'est l'année de la population et que c'est la grande préoccupation de l'année. Et du coup, ça va avoir quand même beaucoup de conséquences et on va imposer, on va en tout cas donner des injonctions, notamment à certains pays, de faire des politiques de population pour limiter leur croissance démographique. Alors l'Inde, qui est un grand géant démographique comme la Chine, lui a été le premier à se doter d'un programme de limitation des naissances dès 1951. Et puis la Chine va se doter d'un programme de planification familiale, de l'enfant unique, la fameuse politique de l'enfant unique, dès 1979. Alors, je voulais juste dire, puisqu'on me donne la possibilité de le faire, que, en fait, la politique de l'enfant unique, elle n'a pas tant de justification démographique que ça, puisqu'au moment où on la met en place, la fécondité est déjà faible en Chine. D'accord ? On est déjà à 2,7 enfants par femme en 1979. Donc, derrière, il y a un projet politique qui est beaucoup plus important qu'un projet démographique en soi. Et puis, la politique de l'enfant unique, en fait, quand vous regardez celle de 1979, il y a plein d'exceptions. Vous êtes en milieu rural, vous avez le droit à 2 enfants, vous faites partie de tel groupe socioculturel, vous avez le droit à 2 enfants, parce que c'est impossible d'imaginer un enfant unique pour toute la population, puis ça aurait fait disparaître des groupes socioculturels entièrement, en fait. Et donc, à un moment où on le met en place, cette politique, en fait, la fécondité est déjà faible, est déjà relativement faible. Et en milieu urbain, on est même plutôt à 1,5 enfants par femme en Chine en 1979. Donc vous voyez, il y a un autre projet derrière. Alors, on le cite souvent comme un grand exemple et on dit ça a marché. En fait, non, c'est pas cette politique-là qui a permis qui a fait baisser la fécondité en Chine. Ça, Valérie en reparlera peut-être. Et puis du coup, on a mis en place, notamment dans beaucoup de pays d'Afrique, puisque c'est devenu la préoccupation suivante, une fois que la Chine a mis en place sa politique de l'enfant unique, on dit bon bah c'est ok, ça roule. Là on s'est il y a eu beaucoup de pression sur les pays africains, notamment Afrique francophone en particulier, avec quelquefois des injonctions plus ou moins déguisées contre aide ou autres, pour mettre des politiques de population pour limiter la croissance démographique, ce qui en Afrique comme ailleurs ne marche pas bien, dans un sens comme dans l'autre. Ces politiques ont rarement permis de limiter la croissance démographique et elles ont rarement d'effet aujourd'hui pour relancer la natalité, puisqu'aujourd'hui il y a plein de pays qui remettent des politiques natalistes comme on a parlé de la Corée du Sud, le Japon qui dépense des milliards de dollars sur des politiques familiales qui finalement n'ont pas d'effet, ou très peu d'effet en tout cas. Voilà, moi je vais bientôt arriver au bout de mon histoire. Donc voilà, juste pour vous montrer la courbe de la Chine et de l'Inde.
actuelle et à venir. Donc vous voyez, la Chine est aujourd'hui moins peuplée que l'Inde. L'Inde est passée au-dessus et vous voyez que les perspectives ou les projections, et ça Valérie y reviendra, montrent que la population de la Chine est en train de décroître déjà et qu'elle va décroître de façon très rapide. Et dans cette croissance démographique, et cette imposition de l'enfant unique qui n'a pas forcément fait baisser, enfin c'était peut-être pas le moteur principal de la baisse de la fécondité, mais en tout cas ça a eu des effets très violents et très rapides sur le vieillissement de la population, sur le fait qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui sont nés que de filles, puisqu'il y a eu de la sélection, et du coup on se retrouve avec des générations entières d'hommes qui sont bien sûr sans femmes, et puis un vieillissement de la population très rapide. Et il faut imaginer des situations où il faut que des gens prennent en charge ces personnes âgées. Et on n'est pas forcément dans des systèmes, même en France on voit bien les limites du système, mais en plus on n'est pas dans des systèmes où il y a forcément des systèmes collectifs de prise en charge. Donc vous êtes enfant unique et vous devez prendre en charge vos deux parents à un âge où vous êtes vous en âge d'activité, où vous n'avez pas forcément de l'emploi. Voilà, et puis c'est vrai aussi de la Corée du Sud, hein, dont on a parlé tout à l'heure, où il y a certaines entreprises aujourd'hui qui ont prolongé l'âge au travail jusqu'à plus de 80 ans pour avoir de la main-d'œuvre en fait. Voilà. Donc voilà quelques petits points pour raconter l'histoire démographique avant 2025. Donc je ne sais pas là aussi si vous avez des questions ou des remarques. Et sinon, je passerai la parole à Valérie Golaz. Une observation. Oui. En Chine, on a tué beaucoup de filles. Alors, on a sans doute tué beaucoup de filles en Chine, je ne sais pas combien, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne les a pas laissées naître. Ça s'est beaucoup fait sur de la sélection parce qu'on dit sélection sexo-spécifique, c'est-à-dire qu'on a autorisé les avortements sélectifs. C'est-à-dire que les femmes, à partir du moment où elles avaient un fœtus féminin, eh ben on les a autorisées, elles étaient autorisées à avorter pour avoir un garçon. Il y a une vraie préférence pour les garçons pour plein de raisons différentes, hein, parce que c'est souvent les garçons qui récupèrent le patrimoine, qui vont transmettre le nom, c'est eux qui vont avoir un métier plus facilement, donc ils vont aider leurs parents ensuite. Donc oui, les pyramides des âges sont très claires là-dessus. Il y a beaucoup plus de naissances masculines que de naissances féminines, beaucoup plus que si on laissait les choses se faire. Hein, puisque si vous laissez la nature se faire, vous avez partout dans le monde 105 garçons qui naissent pour 100 filles. Une espèce de règle un peu immuable, alors qui change un petit peu selon. Voilà. Donc quand vous êtes en dehors de ces critères-là, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et on voit ça en Chine, on voit ça dans certaines régions d'Inde, on a vu ça à un moment au Vietnam. Voilà, mais en Chine, oui. Et ce qu'on sait, c'est qu'aussi qu'il y a eu beaucoup plus parmi les abandons d'enfants, il y a eu beaucoup plus de filles que de garçons. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une époque où on pouvait adopter des enfants chinois en France, on n'adoptait que des filles. Enfin, à aucun moment, il y avait des garçons qui étaient possiblement adoptables, quoi. Voilà, donc c'est un vrai drame social et humanitaire, en tout cas. Ça, c'est très, très clair. D'autres remarques? Donc, vous pouvez déjà applaudir Bénédicte. Oh ouais, voilà. On prend davantage de bruit. Et en plus, je n'ai plus rien à dire. Non, je plaisante. Donc, je prends la suite de Bénédicte. Donc, pour ma part, je suis presque la même chose. On fait le même métier. Je suis chargée je travaille à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques. Mais on s'est rencontrés très tôt dans nos carrières et maintenant on travaille beaucoup ensemble parce qu'on a vraiment ces mêmes intérêts. On a toutes les deux travaillé dans des mondes plutôt ruraux, africains. Pour ma part, c'était en Afrique de l'Est. Et à l'heure actuelle, on s'intéresse à ces sujets ensemble, comme vous avez pu le voir. Et en particulier, ce que j'ai moi développé au fil de ma trajectoire professionnelle, c'est vraiment un regard sur ces sociétés très densément peuplées d'Afrique de l'Est. Donc c'est vraiment essayer de comprendre comment, face à des contraintes environnementales fortes liées à la densité de population, les sociétés se transforment en fait, et comment elles fonctionnent avec ça. Donc je suis vraiment à l'interface entre les dynamiques démographiques et les questions d'environnement, d'accès à la terre, de production. Voilà, donc je reprends le fil pour vous parler de la situation présente, la situation en 2050 et celle peut-être encore un peu plus tard.
Peut-être pour commencer, un petit jeu. Voilà, donc je vous propose d'aller sur le site de l'INED, donc ça c'est quelque chose qui est accessible à tous. Et il y a une activité qui s'appelle la population graphique, je ne sais pas si vous connaissez. Et si vous y allez, eh ben voilà, vous pouvez choisir le pays du monde qui vous intéresse ou la région du monde qui vous intéresse et voir quelle est la population en 2025 et voir comment elle va évoluer jusqu'en 2100 à partir des chiffres, des derniers chiffres publiés par les Nations Unies. Alors donnez-moi un pays et on va regarder ensemble. Le Burkina Faso. Évidemment. Donc je vais choisir Afrique. Je pensais bien que le Burkina Faso sortirait, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, voici la pyramide des âges du Burkina Faso en ce moment. Donc, vous connaissez cette pyramide des âges, on apprend ça à l'école tous, donc avec cette base en fait assez large pour le Burkina Faso, qui est signe d'une population jeune, de naissance encore importante, mais on voit qu'il y a quelques petits accidents quand même dans les dernières années. Et puis, peu de personnes très âgées, donc on voit au sommet. Vous voyez ma souris, oui, c'est ça. Et en fait, on peut faire vieillir cette population en suivant les modèles des Nations Unies d'année en année. Et donc, si je reste appuyée, non, il faut que je clique. Et on voit évoluer cette population dans le temps. En même temps, l'effectif croît, puisqu'on est dans une croissance démographique positive. Hein, et autour des années 2050, on se retrouve un petit peu dans cette situation où la pyramide a quand même très nettement changé de forme. Donc, le Burkina Faso est devenu un pays dans lequel la transition est très largement amorcée. C'est déjà le cas à l'heure actuelle, mais là, on voit un nombre d'enfants qui devient à peu près équivalent au nombre en fait, de personnes d'âge actif. En fait. On est sur une pyramide qui perd sa forme pyramidale pour se retrouver plus régulière. Et quand on monte jusqu'à 2100, qu'est-ce qu'on observe? Quelque chose qui ressemble beaucoup plus aux situations qu'on connaît chez nous, en fait, avec aussi un nombre de personnes âgées au sommet de la pyramide qui augmente. Donc, je ne sais pas si vous voyez ça avec moi. Et maintenant, j'aimerais bien vous demander un deuxième exemple un peu différent. Est-ce que quelqu'un a une idée? L'Égypte. L'Égypte. Alors, intéressant, on va rester là. Très bien. Alors, je ne suis pas spécialiste de tous les pays du monde, mais vous allez voir la population de l'Égypte en 2100, mais je vais vous ramener à 2025. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, on est plutôt comme ceci, et vous voyez que l'Égypte, c'est l'un de ces pays dans lesquels la fécondité a baissé de manière assez radicale, en fait, il y a quelques années. Et en tout cas, on a eu une transition qui a été très fortement amorcée à ce moment-là. Maintenant, ça fait partie de ces pays d'Afrique du Nord dans lesquels, justement, il y a une petite reprise, et on se pose un peu de questions autour de cette petite reprise. Mais comment ça s'est amené, s'est voué à se transformer dans les années à venir? Eh bien, voilà ce que prédisent les Nations Unies. Donc une poursuite de la reprise pour quelques années, et puis ça baisse à nouveau, et puis la population vieillit également. Et en 2100, on est là. Encore une Et la France? Ah ben la France, mais bien sûr. Eh bien, vous allez voir la France, vous allez reconnaître la pyramide des âges de la France. Voilà. Donc pour la plupart d'entre nous, on la voit à l'école. Donc là, évidemment, je devrais ramener les dates à 2025 pour ne pas vous gâcher la surprise, mais on en est là à peu près. Voilà, donc vous voyez l'histoire hachée de la France qui transparaît sur sa pyramide. On voit bien le surcroît de femmes aux âges élevés, en particulier, effectivement. On voit bien la baisse de la fécondité dans les dernières années aussi. Et puis cette population qui vieillit. Voici ce que ça donne. Et là, on voit qu'on a un sérieux déficit d'enfants par rapport aux personnes plus âgées, et en particulier par rapport aux plus de 60 ou 65 ans, là, qui commence à devenir en nombre très important. Pourtant, l'effectif ne change pas tant, en fait. Hein, voilà, on reste entre 65 millions et 70 millions pendant toute cette période, jusqu'en 2100. Vous regardez l'Ukraine. Alors, vous voulez regarder l'Ukraine. Alors là, on rentre dans des cas un petit peu spécifiques, Oui. mais je soupçonne qu'il y a eu un ajustement, effectivement. Donc, on a déjà une structure démographique là qui vous en dit long.
voilà la population à l'heure actuelle. Et puis, évidemment, on peut pas, on en reparlera, mais les Nations Unies ne peuvent pas prédire d'événements extrêmes et extrêmement brutaux comme il y en a eu dans les dernières années, et n'ont pas de vision sur le futur. Mais voici ce qui est prédit dans un pays comme l'Ukraine. Bénédicte a parlé beaucoup de Japon, de Chine, de Corée du Sud, par exemple. On pourrait prendre l'exemple classique de la Chine, qui est à l'esprit de tous ceux qui ont traversé ces périodes où c'était la Chine, le géant et la menace en quelque sorte. Eh bien, la population de la Chine en 2100, vous voyez ce qu'on obtient. Avec une baisse d'effectifs de à peu près 50%. Voilà, puisqu'on est à 1,2 milliard à l'heure actuelle. Et là, vous voyez le problème de la gestion des personnes âgées, poussé à l'extrême, en fait. Bon, on peut continuer longtemps, donc je vous invite à aller voir sur le site, vous trouverez ça. C'est assez voilà, amusant. Bon, nous, on est démographes, donc c'est normal que ça nous amuse après. Donc je vous ramène à la présentation. Voilà, donc vous voyez ce vieillissement en fait dans tous les pays du monde tel qu'il sera vécu en 2100. Alors c'est intéressant, ces pyramides, elles sont fondées sur les projections de population des Nations Unies, et en fait les dernières en date, les données sur lesquelles celles-ci sont fondées, elles datent de 2024, de juillet 2024, donc elles sont très récentes. Et c'était des projections intéressantes. C'est toujours intéressant, c'est à peu près tous les 2 ou 3 ans qu'il y a des nouvelles projections qui sortent et des nouvelles estimations de population. Et c'est toujours intéressant parce que du coup, à chaque fois, de nouvelles données sont prises en compte. Et du coup, il y a des ajustements, il y a des tendances un petit peu différentes. Et pour la première fois en 2024, on nous a annoncé que la population allait décroître. Et alors que jusqu'à présent, on parlait beaucoup de croissance démographique. Et il y a eu des petits ajustements progressifs depuis les années 2010 à peu près. En 2010, on était encore dans la croissance jusqu'au-delà de 2100. Et puis, progressivement, ça a changé. En fait, en 2014, on nous annonçait une stagnation autour de 2100. Et puis après, en 2019, en 2022, on nous a annoncé que probablement que la stagnation commencerait un petit peu avant. Et puis, voilà, en 2024, on annonce une baisse à l'horizon 2100, et c'est très nouveau. Mais peut-être que vous vous demandez sur quelle base ces projections sont établies, en fait. Comment on en arrive là, à quel point c'est scientifique, est-ce que c'est sérieux? Parce qu'on entend beaucoup de sons de cloche différents, et on peut se poser cette question-là. Et il faut que vous sachiez que c'est le mieux qu'on puisse faire à l'heure actuelle avec les données qu'on a, en quelque sorte, les projections des Nations Unies. Mais néanmoins, il y a quand même des modèles derrière, des estimations, des tendances qui sont là. Et la plupart, en tout cas dans les 5 dernières années, sont fondées sur des données existantes, sur des trajectoires existantes de pays, de transition démographique dans les pays. Donc Bénédicte vous a déjà pas mal parlé de transition démographique. Et donc je ne vais pas aller très en détail, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ces transitions européennes, comme on a là le cas de la Suède, sur le graphique du bas, un peu en jaune, comparé aux transitions qu'on voit dans d'autres régions du monde. Donc ici, c'est le Mexique, mais on a parlé de l'Égypte. Et dans certains pays, à l'heure actuelle, c'est des transitions extrêmement rapides, en fait. Donc ils font un écart très fort pendant une période donnée, d'une dizaine d'années ou d'une vingtaine d'années, entre la natalité et la mortalité. Donc une croissance d'autant plus forte et d'autant plus alarmante, mais relativement brève en fin de compte, puisque en l'espace d'une génération, comme ça a été le cas en Égypte, mais parfois aussi, par exemple, dans le sud de l'Italie ou dans des régions du Moyen-Orient ou d'autres régions du nord de l'Afrique, eh bien, on a changé complètement de régime démographique. Et ça a des conséquences très fortes, un peu comme en Chine, sur la rapidité du vieillissement qui arrive derrière. Mais en tout cas, on est dans des dynamiques qui sont affirmées et qui sont présentes. Il y a quand même des choses dans ce modèle de la transition démographique que vous voyez schématisé en haut de la manière la plus pure possible dans une autre animation de l'INED. Eh bien, il y a quand même des éléments dont on prend aujourd'hui la mesure des limites en quelque sorte. C'est que, par exemple, cette fin de transition, on l'appréhende mal. Et on se rend compte aujourd'hui que le modèle, ce qu'on pensait être un modèle qui était une stabilisation de la natalité ou de la fécondité au taux de remplacement des générations, qui est
quelque chose, 2,1 enfants par femme en moyenne, pour prendre en compte la mortalité qui reste existante en fait avant la reproduction. Eh bien, on n'en est pas du tout là. On a des fécondités qui ont baissé, qui ont atteint le taux de remplacement, et puis qui dans beaucoup de pays ont continué à baisser. Donc Bénédicte, vous en citez quelques-unes qui sont maintenant bien en dessous de 2,1, puisqu'on se retrouve même parfois en dessous de 1 enfant par femme, et du coup on ne sait pas. En fait, on ne sait pas très bien comment... est-ce que ça va remonter? Est-ce que ça doit remonter? Est-ce que ça peut remonter? On n'a pas d'expérience en fait de ces transitions-là, de ce qui se passe après. Et du coup, par exemple, c'est un des éléments qui, dans les modèles de projection, eh bien, on ne peut pas utiliser les trajectoires existantes pour prédire en fait ce qui va se passer dans ces pays-là, parce qu'on ne sait pas. Ça n'a pas été vécu. Donc voilà, il y a des petits éléments comme ça qui font qu'il y a une petite marge d'incertitude. Et en fait, alors on sait des choses, il y a des choses qu'on sait. Par exemple, on sait que la fécondité est très corrélée au niveau d'instruction. Et dans la plupart des pays, là vous voyez, toutes les trajectoires vont dans le même sens. Au fur et à mesure que les femmes sont à l'école, scolarisées pendant longtemps, la fécondité baisse. Donc ça, c'est l'une... Il y a des choses comme ça que les travaux de recherche ont montré au fil des dernières décennies, et sur lesquelles on peut croire très dur, mais les tendances en fait qui sont utilisées du coup par les Nations Unies, elles sont les tendances de toutes les trajectoires qu'on connaît à l'heure actuelle à partir de systèmes de collecte démographique nationale qui sont de plus en plus précises, de plus en plus nombreuses, de plus en plus fournies et de trajectoires de plus en plus longues de tous les pays du monde. Mais il y a quand même des éléments un peu d'incertitude, et en particulier, alors on a parlé de l'espérance de vie. Est-ce que l'espérance de vie peut continuer indéfiniment à augmenter? Les modèles des Nations Unies partent du principe qu'elle continue à augmenter, y compris dans les pays où elles sont élevées, par exemple. Donc vous voyez là, sur le graphique de droite, que l'espérance de vie est censée augmenter, y compris dans les pays qui aujourd'hui ont des espérances de vie autour de 80 ans. Voilà. Donc en moyenne. Donc ça, c'est un fait. Et pour les fécondités, on voit la même incertitude dans certains cas. On se positionne dans la tendance, et ça c'est le cas pour les transitions en cours. Donc en fin de compte, les pays qui ont les fécondités les plus élevées, qui demeurent en fait à l'heure actuelle quelques pays en Afrique subsaharienne par exemple, eh bien cela on sait très bien en fait comment elle va baisser. Ça, c'est des modèles qu'on a, c'est des expériences qu'on a déjà vécues dans d'autres endroits, etc. C'est très bien documenté, et là il y a très peu d'incertitude en fait sur les modèles. On sait peut-être pas quel est le timing, à quel rythme ça va vraiment se passer, mais on sait que ça va se passer, que ces tendances-là seront respectées. En revanche, ce qu'on ne sait pas très bien, c'est ce qui va se passer dans ces pays qui sont en dessous du seuil de remplacement, en dessous de cette ligne horizontale, et dans lesquels les Nations Unies prédisent que ça remonte dès 2025, alors que, en fait, on pensait que ça remonterait après le Covid, par exemple, mais ça continue à baisser. Et à l'heure actuelle, on verra. Voilà. Donc simplement pour vous dire que là, on a des modèles statistiques solides, on a des théories éprouvées, mais il y a quand même une zone d'incertitude sur certaines choses, et qu'en fait, on est dans des modèles de projection. En fait, on fait du mieux qu'on peut, mais on ne sait pas forcément ce qui va se passer. Et en particulier, ces modèles-là ne permettent pas de savoir ce qui se passe quand on est dans des choses qu'on n'a pas encore vécues. Et c'est le cas des catastrophes environnementales, si jamais il y en avait. C'est le cas des guerres. En fait, on a des exemples, mais on ne peut pas prédire que quelque chose va se produire quelque part et que du coup, il va y avoir un choc démographique. Donc ça, c'est des choses qui ne font pas partie des modèles, qu'on ne peut pas, pour lesquels on n'a rien de tangible, en fait. Voilà. Alors, je suis partie très loin. Et vous pourriez me demander du coup la question, parce qu'en fait ces projections nationales, elles prennent en compte aussi les migrations, mais les migrations c'est l'un des éléments qu'on a le plus de mal à mesurer. Et ça, effectivement, il y a des graphiques équivalents qui peuvent être produits pour les migrations. La posture, en fait, ça a été d'essayer de prendre systématiquement une moyenne un petit peu des dernières années en se disant que, grosso modo, les pays vont continuer un petit peu sur ces trajectoires-là en termes de sol migratoire. Mais il faut savoir que là, on a des données encore plus incertaines parce que le problème des migrations internationales, c'est qu'elles dépendent des autres pays tout autant que de la situation interne, en quelque sorte. Donc c'est très difficile pour un pays de prévoir ou de prédire quelles seront les migrations vers l'étranger et depuis l'étranger. Alors celles depuis l'étranger, elles peuvent être régulées,
dans une certaine mesure, mais celles vers l'étranger, elles ne sont pas contrôlées de la même manière. Ça dépendra des autres pays qui accueillent potentiellement les personnes qui viennent. Et donc on a des grosses difficultés d'avoir des données cohérentes et comparables entre les pays, ce qui font que généralement au niveau des projections, c'est quelque chose qui est minimisé ou en tout cas pour lesquels on a beaucoup plus de mal à moduler en fait l'effet à long terme. Voilà. Alors, en fait, du coup, vous avez vu un taux de fécondité à la baisse dans les pays à fécondité les plus élevés, avec une remontée légère dans les pays où elles sont les plus faibles, que j'ai qualifié peut-être d'optimistes. Vous avez vu une espérance de vie dont on s'attend à ce qu'elle augmente, que la situation sanitaire augmente partout, globalement, on va dire, entre les continents. Et bien dans ce scénario des Nations Unies, qui est le scénario médian, le plus probable, qui correspond aux courbes ici, en fait, ce qu'on observe en fait, jusqu'en 2050, c'est un changement des équilibres entre les différentes parties du monde. Pourquoi cela? Eh bien parce que, vous le voyez, en fait, l'Asie du Sud-Est, de par la part de la Chine qui se transforme au fil des décennies, va perdre du poids relativement aux autres régions. Donc vous voyez là un découpage un petit peu différent de celui que Bénédicte avait utilisé tout à l'heure. L'Asie a été découpée en plusieurs morceaux, comme elle avait souligné, que ça produirait des résultats différents, c'est le cas ici. Donc c'est pour ça que les courbes sont plus proches, c'est peut-être plus comparable, mais ça permet de mieux voir aussi les tendances. Et vous voyez à cette échelle-là, avec ces groupes-là, eh bien, l'allure que prend la courbe qui correspond à la population de l'Afrique subsaharienne semble rejoindre celle de l'Asie du Sud-Est. Donc les groupes ont été découpés pour faire ressortir ce résultat-là. Mais cela montre surtout des tendances démographiques très différentes et des changements d'équilibre entre régions du monde, en fait. Un petit peu inéluctables et inscrites dans l'agenda des années à venir. Alors, voilà, ouais, c'est ça. Et du coup, on passe à une Terre de 10,3 milliards d'habitants au milieu des années 2080, de 10,2 en 2100, donc on est autour de 10 milliards, et avec une disparité des trajectoires pour arriver là qui est très importante. Vous avez vu aussi sur ce graphique la place de l'Europe, alors qui est regroupée avec l'Amérique du Nord, mais qui voit sa population stagner, voire diminuer légèrement dans les décennies à venir. Donc, on se retrouve à l'échelle du monde avec des déséquilibres, en fait, ou des équilibres différents de ce qu'on a à l'heure actuelle. Et ces équilibres différents, on les ressent aussi au niveau de la structure par âge, comme on l'avait vu tout à l'heure, avec presque un quart de la population en 2100 qui aura plus de 65 ans, à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, c'est 10%, on passe à plus de 25%. On aura plus de personnes de 65 ans que plus de personnes de moins de 18 ans, par exemple. Environ un tiers des humains vivront en Afrique subsaharienne en 2100. Aujourd'hui, c'est 15%. Donc, ça sera plus que multiplié par 2. On n'aura plus que 14% de la population en Asie du Sud-Est, alors qu'aujourd'hui, c'est 29%. Donc, vous voyez comment ces changements sont assez forts. Et en fait, parce que l'espérance de vie est aussi différenciée entre les hommes et les femmes, et on va avoir aussi un monde qui se féminise légèrement. Donc vous voyez des petits changements de structure qui font que la population aura l'air un petit peu différente. Et au niveau national, les choses vont changer aussi, bien évidemment. Donc certains pays, on en a déjà parlé, comme le Japon, vont voir leur population diminuer et vieillir de manière inédite. Ça sera le cas aussi en Chine. Et donc ça, on l'a déjà évoqué, mais vous voyez que la Chine va garder sa position en fait de deuxième pays le plus peuplé du monde. En revanche, beaucoup de changements dans le bas de ce tableau qui présente les 10 pays les plus peuplés au monde,
à ces différentes dates. Donc ça, c'est la dernière publication, c'est toujours les projections 2024 des Nations Unies. Et on voit en particulier qu'au sein du continent africain, il y a 4 pays qui se distinguent et dont on attend d'ici 2100 qu'ils arrivent dans ce palmarès des 10 pays les plus peuplés du monde. Donc vous voyez le Nigeria, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie et la Tanzanie. Alors il faut savoir que les 2 premiers, par exemple, le Nigeria et la République démocratique du Congo, ce sont des pays sur lesquels on a peu de données, relativement peu de données démographiques. Donc, même les estimations à l'heure actuelle présentent un certain degré d'incertitude, d'autant plus que ce sont des pays très peuplés. Parce qu'il n'y a pas de recensement récent et du coup on n'a pas d'estimation complète de la population. On a une idée des tendances à travers des enquêtes, etc. Mais ils ne sont pas ancrés dans une aussi bonne connaissance de la population que dans d'autres régions du monde. Voilà, donc là vous imaginez que sur l'échiquier international, on a une nouvelle donne en fait. Je fais une petite pause ici, si vous avez des questions. Avant de passer à la dernière partie. Le temps tourne vite, j'ai parlé beaucoup. Excusez-moi. Non, personne n'a protesté. Oui. Globalement, comment vous expliquez donc la baisse de la natalité, globalement? Alors, justement, c'est une très bonne question et c'est la question sur laquelle butent les politiques familiales à l'heure actuelle qui essaient de relancer cette natalité et qui n'y parviennent pas. Alors, peut-être distinguons des pays dans lesquels la natalité est encore assez élevée et dans lesquels elle baisse. Elle baisse pourquoi? Parce que il y a un certain degré de développement, d'urbanisation, de scolarisation qui fait que les personnes aspirent en fait à un mode de vie différent, sont prises dans des modes de vie différents dans lesquels on fait moins d'enfants. On se met en couple plus tard, on travaille, on a des problèmes de logement et du coup voilà. Donc là il y a un premier niveau peut-être d'explication à avoir à ce niveau-là. Et puis peut-être aussi que l'État joue un rôle, parce que l'État permet, je ne sais pas, dans certains pays, avec certaines politiques, d'avoir une retraite par exemple, quand on a un emploi. Et du coup, on a moins besoin d'avoir des enfants pour plus tard, pour subvenir à ses besoins quand on est âgé, ou pour compenser le fait qu'on ne puisse plus travailler quand on est trop âgé, etc. Donc ça, c'est un point qui est important et qui est important aujourd'hui dans les pays où la fécondité est encore assez élevée. Dans les pays où les fécondités sont faibles, et c'est là que les politiques essayent de relancer la fécondité. Alors, Bénédicte a parlé d'Asie, mais c'est aussi le cas dans des pays plus proches de nous, comme en Russie ou en Europe de l'Est, ou dans certains pays plus proches, même en Italie, on en parle, voilà. Et bien là, en fait, souvent les politiques visent directement les familles, les femmes, peut-être les mères, avec de l'argent, avec des incitations financières ou avec des choses comme ça, mais souvent elles peinent à prendre en compte les contraintes qui pèsent sur les familles dans leur décision d'avoir moins d'enfants, malgré parfois un désir d'enfant qui est présent. Qui sont liées à des questions de conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, de petite enfance, de conditions matérielles et pratiques en fait, du fait d'avoir un enfant, sur ce que ça fait sur les trajectoires individuelles. Donc peut-être qu'il y a des choses à... tu peux compléter si, c'est un sujet que Bénédicte aime beaucoup. Ah, bien sûr. Non, je vais juste rajouter... Pardon, excuse-moi. Juste rajouter une chose, c'est que, par exemple, on a parlé de la Corée du Sud comme étant un des pays où, à la plus faible, c'est le pays la plus faible fécondité aujourd'hui, avec 0,7 enfants par femme. Donc 0,7 enfants par femme, ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes en fait qui vont rester sans enfants. Plus d'un tiers des femmes, presque la moitié, n'auront jamais d'enfants en fait. Et aussi, si on regarde dans les statistiques de l'OCDE, la Corée du Sud, c'est le pays où les inégalités entre les hommes et les femmes sont les plus fortes, en termes de salaire, en termes d'accès à l'emploi, par exemple. Donc là, il y a peut-être quelque chose aussi qui se joue à l'inverse, on n'en est pas certain, mais on voit bien comment dans ces sociétés du Japon ou les sociétés de Corée du Sud, le fait d'avoir un enfant exclut assez rapidement les femmes du marché du travail,
elles se retrouvent obligées d'arrêter de travailler ou elles n'ont pas travaillé avant. Et comment ça leur donne aucune possibilité d'avoir un rôle dans la société autre que celui-là. Là aussi, je vais un peu vite, mais c'est assez étonnant de voir ça. Pendant longtemps, on a pensé, et c'est vrai, Valérie l'a très bien dit, dans certaines sociétés, l'accès à l'éducation, l'accès à l'emploi faisait que les femmes devenaient plus autonomes dans leur capacité à avoir le nombre d'enfants qu'elles souhaitaient. Voilà, c'était très bien. Et on voit comment dans d'autres sociétés, les inégalités entre les hommes et les femmes les empêchent d'une certaine façon d'avoir des enfants. Et par exemple, pendant longtemps, la France a été la championne d'Europe de la fécondité. C'était vraiment les titres, il y avait des titres chaque année de l'IB, du Monde, autour de ça, avec ces titres-là. Et on a souvent dit que c'était parce qu'on avait une politique familiale qui permettait aux femmes de concilier le mieux possible, enfin, même si c'est pas parfait, loin de là, le travail et la vie familiale, un minimum. Et par exemple, on voit en Allemagne, qui avait un niveau de fécondité un peu similaire à la France pendant un certain temps, même si aujourd'hui c'est plus bas, on avait deux stratégies. On avait la moitié, pour aller vite, la moitié des femmes qui avaient 2 enfants et demi, c'est pas pratique, mais c'est ça, et l'autre moitié qui n'en avait pas en fait. Il n'y avait pas une demi-mesure. C'était très différent du modèle de la France où toutes les femmes avaient des enfants, ou globalement toutes, on arrivait à des générations à 80% des femmes avaient des enfants, 90%, alors que dans certains pays, c'est l'un ou l'autre. Voilà. Et puis il y a des pays, je pense à la Suède par exemple, qui a vraiment des politiques familiales très très avancées et qui cherchent, je lisais dans la presse ce matin par exemple, que la Suède venait de décider que vous pouviez donner une partie de votre congé paternité-maternité, qui est plutôt long, à qui vous voulez en Suède, pour faciliter la garde d'enfants. C'est-à-dire vous pouvez décider de vous donner 45 jours de votre congé maternité rémunéré aux grands-parents. Par exemple, si vous avez des grands-parents qui travaillent et qui ne peuvent pas s'occuper de vos enfants, vous pouvez leur donner 45 jours de payés de congé pour qu'ils puissent s'occuper. Voilà. Donc c'est extrêmement créatif et ça marche pas pour l'instant. Mais peut-être que c'est trop tôt. Mais en tout cas, il y a énormément d'argent. Le Japon, c'est des milliards d'euros qu'ils ont mis sur la table depuis 2 ans, 3 ans, pour essayer de faire remonter. Parce que le Japon étant une société où il n'y a pas de migration, très peu de migration, en fait, la population diminue de façon... ils sont ramenés à... Ils interdisent les gens de venir. Oui, ils interdisent la migration, ouais. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Il y a un vrai danger. Avez-vous des indications sur l'influence du confort de l'habitat et aussi sur l'influence de la télévision? Alors, sur le confort de l'habitat, on n'est pas tous d'accord chez les démographes de ça. C'est déjà une bonne chose. Ouais, ça c'est évident. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, puis il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas tous d'accord. Non, c'est évident que le niveau de vie joue un rôle important. Voilà, on le voit nous-mêmes. Mais ça ne suffit pas à expliquer, parce que ce n'est pas forcément les gens qui ont le plus de moyens qui ont le plus d'enfants. Donc c'est plus compliqué que ça. Et sur la télévision, ce qu'on peut dire, c'est que, plus généralement, c'est la question de la norme qui compte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est valorisé, en fait? Qu'est-ce qui est valorisé pour une femme si... et notamment, ça a été très bien documenté dans certaines sociétés européennes, notamment l'Allemagne, si le fait d'avoir un enfant et d'aller travailler, donc de laisser votre enfant à la crèche, c'est très très mal vu. Si la norme c'est vraiment mal vu, vous n'allez pas faire d'enfant ou vous n'allez pas travailler. Donc la norme, elle est très importante. Donc la norme, elle peut passer par la télé. Et je ne vais pas faire de blague, mais je pensais à la Russie. Tu veux en dire un mot là-dessus? Alors, il y a la Russie, Poutine vient de faire alors, je ne sais pas si c'est une loi, un décret, un règlement, qui interdit de montrer des images sans enfants, enfin des familles sans enfants, de représenter des familles sans enfants, à la télé, dans la pub, pour vraiment valoriser le fait d'avoir des enfants. Donc, lui, il pense que ça a une influence très importante, en tout cas. De qu'est-ce qu'on valorise. Et tous les programmes de planification familiale, ou presque tous, ont beaucoup joué là-dessus. Pendant longtemps, on avait des affiches en Chine où on voyait une famille idéale avec un enfant. Et puis à côté, je vous ai montré ça de l'Inde, on voit une famille avec un couple avec 2 enfants et on dit c'est une famille heureuse, tout le monde est beau, tout le monde est propre. Puis après, on montre une famille avec 4 ou 5 enfants et là,
c'est la catastrophe, quoi. Donc on a beaucoup joué sur l'image et sur la norme, sans que je sache bien si... Voilà, il y a une légende qui dit que les telenovelas ont beaucoup joué, ont joué un rôle important au Brésil, mais ça, j'en suis pas sûre du tout. Voilà. Merci. Est-ce qu'on ne peut pas penser que l'espérance de vie est en train de suivre également la même tendance que la démographie, c'est-à-dire qu'elle est en train de baisser plutôt que d'augmenter indéfiniment? On n'a pas les éléments à l'heure actuelle, c'est ça la difficulté. En fait, on voit bien que dans certains pays, elle stagne, ou il y a un petit recul qui a été mesuré, aux États-Unis par exemple. Mais on n'a pas... C'est une tendance. Alors on a l'impression, vu d'ici, en fait, je ne sais pas, on est tous ancrés dans des systèmes particuliers, dans des moments particuliers. On peut avoir l'impression qu'on arrive à un plafond, en quelque sorte. Mais par ailleurs, il y a quand même des progrès énormes qui sont faits dans certains domaines. C'est vraiment difficile d'avoir une vision globale en fait du système et des tendances globales, de sortir de l'individualisme ou des situations locales. Et même si on dirait par exemple, imaginez qu'en Europe l'espérance de vie diminue, l'espérance de vie mondiale continuerait à augmenter beaucoup pendant longtemps du fait des progrès qui restent à accomplir dans les autres régions du monde, en quelque sorte. Donc le petit peu qui pourrait être perdu d'un côté serait largement compensé par les gains de l'autre. Donc globalement, je pense qu'on ne verrait pas ça. Après, dans des situations locales, évidemment, à l'extrême, on peut citer des pays en guerre où d'un seul coup l'espérance de vie, oui, diminue beaucoup, ou des choses comme ça. Donc il y a des accidents aussi, et de l'histoire, j'entends. Et quand on a des indicateurs qui, dans certains pays, montrent une légère baisse depuis, je ne sais pas, quelques années, on ne peut pas être sûr que ce soit une tendance globale ou que ce soit juste un petit moment de décroissance et puis qui reprend. Donc on n'a pas les éléments, en fait, à l'heure actuelle. Mais oui, c'est légitime de poser la question. Oui. Le changement climatique n'est pas tellement pris en compte dans la modélisation. Alors non. Alors, en fait, j'allais parler un petit peu de ça après, mais il ne peut pas être pris en compte. Non, mais pourtant, on a des modèles d'évolution du climat, on a des prospectives et on ne les croise pas avec les données démographiques. Alors, modèle d'évolution du climat, je ne suis pas climatologue, mais vous avez peut-être entendu des climatologues d'ailleurs dans ces séminaires. D'ailleurs, vous avez entendu un climatologue au moins. Eh bien, en fait, on en a des modèles d'évolution du climat et on arrive à les mettre en lien. Les meilleurs démographes ont essayé de faire ça avec des projections, effectivement, des déplacements de population, etc. Mais en fait, ce qu'on sait sur alors, c'est difficile de prédire une mortalité liée au climat, par exemple, parce qu'il faut bien distinguer des tendances de fond qui sont un peu progressives et puis des événements extrêmes. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'événements extrêmes, de plus en plus violents, on remarque de part et d'autre. Mais ça reste des phénomènes assez localisés. Et en fait, ce qu'on observe du point de vue des mobilités des populations, des migrations qui en suivent, c'est qu'il y a très peu de véritables migrations, extrêmement peu de migrations internationales. Le plus souvent, c'est des déplacements locaux et temporaire, c'est-à-dire que aussi rapidement que possible, quand votre maison est inondée, vous essayez d'y retourner pour sauver ce qui reste et récupérer votre bien en fait et continuer à vivre là-bas. Et c'est pareil partout dans le monde. Et là, par exemple, un travail mené par la Banque mondiale qui a été mis à jour récemment, mais ça c'est la version originale de 2018, s'était posé la question justement de mettre en lien ces modèles climatologiques avec les modèles démographiques pour essayer de mieux appréhender la question des migrations. Et ce qui avait été observé, c'était principalement des migrations internes au pays, avec des zones qui se dépeuplent légèrement et des zones où la croissance est plus positive en quelque sorte. Et ça donnait ça, mais avec beaucoup de prudence et beaucoup, comme vous voyez dans la légende, beaucoup d'incertitude sur ce qui se passerait vraiment. Mais ça vous montre, en fait, ce que j'aime bien dans cette image, c'est que ça montre à quelle échelle se produisent les phénomènes. On n'est pas à l'échelle nationale, on n'est pas à l'échelle mondiale, planétaire, on est vraiment sur des endroits localisés qui sont affectés par des changements forts
et c'est à ce niveau-là qu'on voit des effets sur la population. Mais globalement, c'est des dynamiques qui n'apparaissent pas en quelque sorte. À moins que ce soit dramatique, mais là, on n'a pas d'exemple pour l'instant. Voilà. Oui. Et une pollution, est-ce que ça a été pris en compte après, éventuellement, est-ce que ça serait dans des causes de la stabilité ou de l'extrémité? Intéressant. Alors là, c'est des domaines de recherche sur lesquels on commence un petit peu à avoir de l'information et à avoir des travaux de recherche qui viennent. Alors je pensais que vous me parleriez des pollutions, du développement de la pollution dans le monde, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent souvent en termes de croissance de la population mondiale, croissance des émissions, croissance de la pollution, croissance... Alors en plus, si on rajoute du développement dans tout ça, avec des populations qui vont être amenées à plus polluer, on peut se poser ces questions-là aussi. Et là, en fait, les exemples récents, là aussi, on a des trajectoires qui montrent que c'est possible de moins polluer et que c'est plus une question de régulation et de mode de production, en fait, que de population elle-même. Sur ce que vous dites, eh bien, on commence à avoir des résultats, mais c'est tout nouveau. Et effectivement, le problème, c'est qu'à partir du moment où un problème est identifié, on peut y faire face. Mais quand il n'est pas identifié, on n'y fait pas face. Donc les résultats de recherche sont très très attendus, effectivement. Oui. Au niveau des ressources, l'accès à l'eau, justement. L'accès à l'eau, production agricole, puisque dès les années 70, il y a eu une double conscience de la bombe à retardement de la population et de l'épuisement progressif des ressources, des manques. À l'heure actuelle, en fait, les travaux de l'INRA ou d'autres spécialistes de l'agriculture montrent que c'est possible, en fait, de nourrir cette population mondiale à 10 milliards, même plus. En fait, ce n'est pas tant la production agricole qui est en question que la répartition de cette production agricole aujourd'hui. Elle pose problème aujourd'hui, elle posera problème demain. Ce sont des questions de politique et de géopolitique internationale, puisqu'on a une grande partie... de l'alimentation comme du reste qui circule à l'échelle de la planète, en fait. On l'a vu avec la guerre en Ukraine, dans ses débuts, et la question du blé. Et c'est sûr qu'à l'heure actuelle, on est encore dans ces problèmes-là pour beaucoup de pays du monde. Et c'est des éléments clés, en fait, de ce que sera le monde de demain, effectivement. N'hésite pas, si tu veux. Non, c'est parfait. Mais c'est bien qu'on le fasse de manière interactive comme ça. Vous avez d'autres questions ? Effectivement, d'un point de vue de la géopolitique, on a beaucoup d'incertitudes sur ce que nous réserve le monde de demain. Je vous ai mis le Burkina Faso parce que je savais que ça intéresserait. Mais là, ce sont les cartes du ministère des Affaires étrangères sur les endroits où on nous conseille d'aller en tant que Français et les endroits où on nous déconseille fortement d'aller. Ou en tout cas, en fait, on ne nous conseille jamais vraiment d'aller nulle part, mais on nous décourage fortement d'aller dans les zones rouges, voire oranges. Donc voilà, c'est très, très incertain, très difficile dans une grande partie du monde, et il y a des zones qui sont étonnamment accueillantes. Voilà. Mais dans tous les cas, ce sont des choses fluides et qui bougent au fil du temps. Et donc, ouais. Est-ce que vous savez, les démographes ont essayé de s'intéresser à des pays, par exemple, comme l'Afghanistan ou la Corée du Nord? Alors, très intéressant. Alors, je n'en connais pas qui travaillent sur l'Afghanistan ou la Corée du Nord. Il faut dire que c'est des pays auxquels on n'a pas accès non plus. C'est-à-dire que... Mais je sais, par exemple, que j'ai des collègues, et en particulier aux Nations Unies, qui s'intéressent beaucoup à comment, dans ces régions, alors je pense à l'Afghanistan en particulier, où on ne peut pas aller faire d'enquête de terrain, on ne peut pas faire de recensement, etc. Comment est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, des images satellites pour essayer d'estimer les populations, pour suivre un petit peu les dynamiques locales? Alors ça a ses limites, mais il y a beaucoup de travaux en cours qui vont dans ce sens-là, par exemple. Il y a quand même des travaux. Mais qui peinent d'une entrée sur le terrain, néanmoins. Voilà. Mais oui, c'est ça. Même sans aller sur des situations peut-être aussi extrêmes, ça arrive que dans un pays, il y ait des régions inaccessibles dans lesquelles on ait beaucoup de mal à effectuer un recensement de population. Voilà. Donc, on n'a pas une information équitable sur toutes les régions du monde, en tout cas. Ouais. Et sinon, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, demain,
demain, en 2050, c'est dans 25 ans, 2050, c'est à peu près la même distance qui nous sépare de l'an 2000. L'an 2000 qui est derrière nous, est-ce qu'on vivait de manière tellement différente en l'an 2000 ? Alors vous voyez ici quelques illustrations qui avaient été faites pour l'exposition universelle de Paris et qui montraient ce qu'on pouvait imaginer au début du XXe siècle comme étant l'an 2000. Donc ça m'a fait beaucoup rire de voir ça et du coup je me suis imaginée, j'ai essayé de trouver ce qu'on trouvait aujourd'hui sur 2100 et j'ai trouvé cette image des calanques générée par intelligence artificielle et je me suis dit oui effectivement peut-être qu'on se trompe autant en produisant ce genre d'image que se trompaient les gens du début du XXe siècle en peignant 2000 et voire peut-être qu'on se trompe encore plus, donc voilà. Ce qui était amusant, c'est que sur ce site-là, il montrait, où j'ai trouvé ces images, il montrait à la fois ces transformations des activités agricoles et de production. Donc vous voyez là les œufs et les poulets, et puis vous voyez le blé. Et en miroir était positionné le travail aujourd'hui, et c'était quelqu'un derrière un ordinateur. Et c'est vrai que ça, on ne pouvait pas du tout l'imaginer en fait à l'époque. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait des changements aussi d'envergure encore plus importante peut-être d'ici 2100. Mais quel est le lien en fait entre la démographie, ces dynamiques démographiques et tout ce qu'on observe, tout ce qui va diriger nos vies en fait dans les 75 ans là, qui s'annoncent devant nous, pour ceux d'entre nous qui auront la chance d'en vivre quelques années. Eh bien en fait sur les situations géopolitiques, la démographie a un peu de prise. C'est pas en changeant, c'est pas nos démographies changeantes, nos régimes démographiques changeants qui vont jouer quoi que ce soit comme rôle là-dedans. En revanche, on voit bien que dans des situations de conflit, certains dirigeants aimeraient bien avoir plus de population pour affirmer un petit peu plus leur armée, par exemple. D'un point de vue économique et social, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, en fait, l'extrême pauvreté, elle recule dans le monde, globalement, en fait. Elle a beaucoup reculé dans les dernières décennies. Il y a une légère stagnation qu'on peut observer depuis le Covid dans certains pays, qui fait qu'on a l'impression que, en fait, les choses avancent moins vite, ou qu'il y a eu un recul qui a été pris, qui n'est pas tant lié à l'épidémie de Covid elle-même, mais plus aux mesures en fait, qui ont contraint l'économie locale et mondiale dans cette période-là. Et toutes les questions qui se posent aujourd'hui, en fait, et sur lesquelles on a des rôles à jouer en tant que citoyens, c'est quel modèle de société on veut, quel modèle de développement on promeut, mais surtout, comment est-ce qu'on veut vivre, en fait, dans le futur. Et ça, la démographie, là aussi, en fait, là où elle joue un rôle, en fait, certes, c'est plus en termes d'inclusivité parce que on sait en fait à l'heure actuelle que les politiques, qu'elles soient à la fois contraignantes dans un sens ou dans l'autre au niveau de la démographie, que ce soit au niveau des migrations ou au niveau de la famille, de la constitution de la famille, elles vont être limitées dans leur action en quelque sorte. Alors, la régulation de la migration internationale, vous allez me dire, ça fonctionne, et effectivement, ça fonctionne en partie, mais on voit, on a des collègues qui ont travaillé, au LPED y compris, sur les effets secondaires des politiques et les contraintes qui sont imposées en fait sur les migrations internationales, qui font qu'en fait les migrants dans ces contextes-là ne peuvent plus circuler, ne peuvent plus repartir en fait vers leur pays, et qu'en fait en imposant cette absence totale de flexibilité, on les bloque aussi. Donc il y a des avantages et des inconvénients en fait qu'on a du mal à appréhender globalement et à mesurer, mais qui montrent un petit peu les limites d'un monde où on essaye de réguler les choses par la force, alors même qu'on se retrouve dans des situations où du fait du vieillissement de la population, par exemple, on va avoir des besoins de main-d'œuvre très forts dans certains secteurs, on va avoir... et donc il y a des équilibres à rechercher et à préserver qui parfois ne sont pas forcément préservés. Donc voilà, sur les aspects climatiques qui vont aussi probablement marquer les décennies à venir,
avec des transformations de fond. On en vit déjà les premiers pas depuis quelques années. Et les aléas climatiques, eh bien, on en a déjà parlé. Et là aussi, on a un peu de mal à se projeter dans ce que sera 2050, en fait. Il y a des sociétés assurantielles, par exemple, qui arrivent à prédire les dommages, un petit peu comment organiser leur base pour pouvoir faire face à ce qui peut nous arriver dans ces conditions-là. Mais ça, c'est du matériel. Sur le côté humain, on a beaucoup plus de mal à savoir, en fait, comment les gens vont bouger, qu'est-ce qui va se passer, comment les sociétés vont se transformer avec ça. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui va être très présent dans les années à venir. Mais c'est juste pour conclure, revenir sur le fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et c'est normal, et c'est pour ça qu'il faut garder de la flexibilité et de la communication, et voilà. Donc, alors, la discussion continue. Roland, on a déjà répondu à tout. Hein. Vous avez toutes vos réponses? Ah, les étudiants quand même. Ou alors vous n'avez rien compris. Ah, mais les étudiants, ils nous ont déjà eu en cours, Ouais, alors... ils savent déjà tout. Ils savent déjà tout. Si vous posez une bonne question, vous aurez des points supplémentaires. Je saisis les notes de Marc. En tout cas, c'était passionnant, vraiment. Oui, C'est la première fois que nous abordons ce type de discipline, et c'était vraiment très, très enrichissant. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nos adresses là, si jamais vous avez envie de nous envoyer un petit message, des questions, ou peut-être d'aborder, on n'a pas forcément eu le temps de parler de tout, évidemment, mais voilà, n'hésitez pas, en tout cas. Merci à vous. Merci. Pour l'attention. Si vous voulez qu'elle revienne, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer un mail. Bon, c'est à peu dire très fort.